There's a limit to your love. Bonjour et bienvenue. Like a Je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Aujourd'hui, je rencontre Mélanie. Elle a 27 ans et se caractérise par sa volonté de toujours vouloir aller au bout des choses. Actuellement, elle termine son master d'optométrie à Nîmes, mais elle a su bouger quand il le fallait pour atteindre ses objectifs. Opticienne de formation, elle a une double expérience cabinet et magasin d'optique, de nombreux stages à son actif, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite écouter ma rencontre avec Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Inès. J'espère que tu vas bien. Très bien. Merci beaucoup de venir pour le podcast. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. On va pouvoir discuter ensemble de ton parcours, de ce que tu fais exactement. Moi, je te propose qu'on commence Mélanie qui passe son bac. Quel est ton objectif Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Déjà de l'optique ou pas? Alors, pas du tout. Quand je suis sortie du bac, je voulais faire médecine et je crois qu'à ce moment-là, je voulais devenir exactement neurochirurgien. C'est très précis. Ouais, c'est ça. J'avais une idée très précise de ce que je voulais faire et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc, j'ai quand même fait... j'ai fait une P0. C'est en gros une première année de médecine, mais blanche. Uniquement dans une prépa, dans le but de me dire, si je fais ça, vu qu'on pouvait tenter la PACES que 2 fois, je gagne un an, je vois le programme déjà une fois avant de rentrer à la fac de médecine et je gagne un an. Sauf qu'en fait, je n'ai même pas fini cette année 0. D'abord parce que l'esprit concours, même si j'avais de bons résultats, ça me convenait pas du tout. Et parce que ma maman est tombée malade et du coup, j'ai un peu eu l'électrochoc dans ma tête de me dire, est-ce que vraiment je veux passer 3 années de ma vie à n'ouvrir que des classeurs et à pas profiter de la vie, et donc j'ai un peu basculé à ce moment-là et j'ai décidé d'arrêter cette année-là. Et du coup, donc t'arrêtes en cours d'année, en tout cas avant la fin de l'année? Oui, quasiment à la fin de l'année, un ou 2 mois avant maximum. Et tu fais quoi du coup? Tu fais comme une pause, t'attends l'année d'après? Je fais comme une pause, j'ai travaillé un petit peu dans l'aide aux personnes âgées, etc. pour pas rien faire et puis prendre le temps de me poser les bonnes questions. Et je me suis dit que tout ce qui était sur concours, c'était fini, que j'avais pas envie de ça. Et du coup, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait se faire un petit peu rapproché quand même avec le milieu médical sans concours. Et là, 2 choix s'offrent à moi, soit le BTS opticien lunetier, soit devenir thanatopracteur. Alors, qu'est-ce qu'un thanatopracteur? Grossièrement, c'est les personnes qui vont préparer les personnes défuntes pour les rendre plus présentables, etc. Pas très joyeux. Pas très joyeux, mais je trouvais que c'était un très beau geste. Par contre, effectivement, ça peut peser sur le moral. Et surtout, ce qui m'a fait basculer sur le BTS opticien lunetier, c'est les différentes perspectives qui s'offrent à nous, c'est-à-dire être opticien, travailler en laboratoire, travailler avec des ophtalmologistes, devenir professeur. Voilà, il y avait vraiment des choses variées, alors que chez le thanatopracteur, globalement, les perspectives d'évolution sont assez minces. Mais c'est bien parce que en fait t'avais déjà cette notion de tout ce que tu pouvais faire après. Peut-être moins qu'aujourd'hui, mais je savais qu'on pouvait faire plus de choses, qu'il y avait différentes perspectives d'évolution que je n'avais pas de l'autre côté. Ok, tu savais en tout cas que tu t'arrêterais pas au BTS et au magasin quoi, que tu pouvais pousser. Dès le début j'ai su que j'allais poursuivre, je vous l'expliquerai plus tard, mais que j'allais poursuivre jusqu'au master. Si je faisais ça, c'était pour aller jusqu'au master. T'arrives au BTS, tu le passes où? Je l'ai fait à Nîmes dans un lycée privé, à l'Institut Emmanuel d'Alzan. Ça marche, et ça se passe comment? Ça se passe bien pour toi? Ça te plaît? Ça se passe bien, ça me plaît, j'ai toujours été studieuse, donc un petit peu dans les premiers de la classe. J'ai toujours été très studieuse et très scolaire. Donc ça se passe plutôt bien, malgré que ma maman soit encore malade à ce moment-là et que c'était un petit peu compliqué pour moi à gérer. J'ai très bien vécu mon BTS et voilà, ça s'est bien passé. Super, et donc du coup t'enchaînes tout de suite sur la licence? J'enchaîne tout de suite sur la licence et à ce moment-là, je prends la décision de faire ma licence à Orsay parce que toujours dans l'objectif de faire le master, et à ce moment-là, alors il y avait le bac plus 5 à l'ISV, mais en master vraiment universitaire, il y avait qu'Orsay et donc j'ai décidé de faire la licence à Orsay pour avoir plus de chances d'être prise en master par la suite. Du coup t'es partie à Orsay? Pour la licence, oui. Mais tu faisais les allers-retours? Je faisais les allers-retours, j'ai étalé ma licence en 2 ans et je travaillais dans le Vaucluse et donc je faisais les allers-retours tous les 15 jours, 3 semaines sur Orsay pendant 2 ans.
Et donc le BTS, tu travaillais aussi en alternance? Non, le BTS, je l'ai fait en initial, en scolaire tout du long. Ok, ta licence, ça se passe bien, ça commence à être un rythme assez soutenu. Alors le rythme était soutenu, d'autant plus que le magasin dans lequel j'étais bougeait quand même pas mal, on avait beaucoup de flux. Mais pour autant, la licence m'a beaucoup plu, m'a confortée dans le fait que je voulais continuer. Et pareil, toujours très studieuse, Mélanie, très disciplinée. Très bien, et donc tu valides ta licence, du coup. Je valide ma licence. Tu pars en master à Orsay. Et non, pas master à Orsay, puisqu'entre-temps, master a ouvert à Nîmes. Et comme tu l'as sous-entendu, les allers-retours étaient assez pesants. Et même si j'ai longtemps hésité, j'ai basculé pour le faire à Nîmes. Donc au moins là, t'étais vraiment géographiquement près de chez toi. Oui, c'était à 1 heure de route, donc beaucoup plus facile à gérer. Ok, ça marche. Donc ton master, comment ça se passe exactement? Mon master, il y a eu beaucoup de péripéties. Initialement, je voulais le faire en 3 ans maximum. Et les choses de la vie et l'organisation universitaire ont fait que ça s'est étalé sur 4 ans. Voilà, donc j'ai bientôt... j'ai hâte de le finir et ça devrait pas tarder. Qu'est-ce qui te plaît en master? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ta pratique? Alors, ce que ça m'apporte dans ma pratique, du coup, comme le master s'est étalé sur 4 ans, j'ai eu l'occasion d'abord de rester dans le magasin dans lequel j'étais en licence. Et ensuite, j'ai basculé en cabinet. Et là, c'est vrai que c'est bien tombé, parce que l'année que j'ai fait en cabinet, donc en préconsultation avec les ophtalmologistes, ça m'a beaucoup apporté, parce que c'est tombé sur mon année de patho. Donc finalement, c'était assez raccord entre la pratique que j'avais au cabinet et ce que j'apprenais en théorie. Du coup, ça m'a permis vraiment d'assimiler ça de manière vraiment plus approfondie et plus concrète que si j'avais juste eu la théorie en cours. Et autrement, je pense que le master m'a vraiment beaucoup apporté en contactologie. Peut-être plus qu'en optométrie, que j'avais déjà quand même pas mal, je trouve, approfondi en licence. Le fait de l'avoir fait à Orsay, c'était assez carré et assez pointu. J'ai plus approfondi la contacto et la patho en master, je trouve. C'était ton choix du coup de changer pendant le master et de partir en cabinet? Alors, de partir en cabinet, oui, ça a été mon choix, parce que à ce moment-là, le fait que j'étais dans un magasin où il y avait énormément de flux, je pense que j'étais un peu épuisée et écœurée de l'aspect commercial du métier. Et donc, je voulais voir autre chose et me rapprocher vraiment, encore une fois, du domaine médical, santé, etc. Et donc, j'ai fait le choix de partir en cabinet. J'y ai appris énormément de choses. Ça m'a beaucoup plu du côté vraiment patho. J'étais dans un cabinet où il y avait des ophtalmologistes qui étaient assez spécialisés, rétine, cornée, glaucome. Donc j'ai vu quand même pas mal de choses dans un court laps de temps, puisque j'y suis restée qu'1 an. Qu'est-ce qui fait que tu changes après? Alors, ce qui fait que je change, eh bien, c'est parce que en cabinet, je suis venue chercher quelque chose, c'est-à-dire voilà, l'aspect plus médical, l'aspect plus pathologique, et surtout m'écarter de la vente. Et ce qui me pesait beaucoup aussi quand j'étais en magasin, dû au flux important, c'était le retard qu'on pouvait prendre sur la gestion des dossiers, et ça me travaillait énormément. J'en rêvais la nuit, j'avais jamais l'esprit tranquille. Et donc du coup, en cabinet, effectivement, on a des journées très chargées. Mais globalement, le soir, quand on rentre à la maison, c'est terminé et on est serein, et notre temps libre est vraiment du temps libre. Et c'est ce que je cherchais, je l'ai trouvé en arrivant en cabinet. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose que je n'avais pas en magasin, c'est-à-dire le stress constant toute la journée d'un flux patient très très important et des exigences médecins très élevées, surtout en termes de timing. Voilà, c'est ce qui est logique, mais c'est rapidité, efficacité et finalement beaucoup moins le temps et l'opportunité d'approfondir les choses et de faire le métier comme on l'entend vraiment, comparé au magasin. Et donc je suis retournée en magasin. Ok, mais du coup, ça t'a quand même apporté cette partie patho que t'as pu vraiment voir de façon concrète en parallèle de tes cours. Oui, je regrette absolument pas mon passage en cabinet, vraiment pas, parce que voilà, j'ai appris énormément de choses et ça permet quand même d'assimiler vraiment le côté médical. Et du coup, en retournant en magasin, je me rends compte que ce que j'ai appris en cabinet ne me sert pas à rien. Ça me permet d'avoir un raisonnement plus poussé, de mieux savoir quand référer à l'ophtalmologiste et de mieux discerner les attentes des médecins et en fait qu'est-ce qu'ils attendent vraiment d'un opticien en magasin, alors que ça, avant, en étant uniquement du côté de la barrière opticien, j'avais vraiment du mal à m'en rendre compte, et ça me permet de mieux gérer les choses et les relations avec les ophtalmos ou même les orthoptistes. Et donc tu pars sur un autre magasin après le cabinet? Alors pas directement, puisque je suis partie du cabinet de manière un petit peu précipitée pour des raisons d'organisation avec le master. En fait, les péripéties master qui ont fait que mon master s'est éternisé n'ont pas
collé ou convenu avec les attentes du cabinet, donc ça s'est terminé de manière un petit peu précipitée, en rupture conventionnelle. Et donc du coup, comme à ce moment-là de ma vie, j'étais un petit peu perdue, j'avais eu une expérience un peu épuisante, si on peut dire, en magasin, et pareil en cabinet, j'étais vraiment arrivée à un point de est-ce que c'est ce que je veux faire de ma vie ou pas vraiment. Donc du coup j'ai décidé de me poser en restant au chômage et par l'intermédiaire de Pôle emploi en faisant des stages dans différentes structures pour voir en fait un petit peu toutes les opportunités dont je parlais tout à l'heure qui s'offrent à l'opticien et est-ce qu'il y en a une qui peut vraiment me convenir ou est-ce que mon vrai choix c'est de me réorienter. Je voulais faire ces stages donc comme je le disais dans différentes structures et différentes façons de pratiquer le métier. Donc mon premier stage était assez court, il a duré quelques jours mais c'était chez une optométriste qui travaille à mi-temps, enfin qui travaillait en tout cas à mi-temps en libéral et en tant qu'intervenante à l'ISO Bordeaux. Et donc du coup j'ai pu voir en quelques jours deux facettes du métier d'une pierre deux coups. Tu l'as suivi aussi à ISO Bordeaux ? Oui, ouais, j'ai assisté à ses consultations en cabinet, j'ai aussi assisté à son travail de prof et d'intervenante à l'ISO Bordeaux. Et du coup, ça m'a permis de voir vraiment deux facettes du métier en un seul stage. Et ensuite, du coup, tu as fait d'autres stages ? Et ensuite, j'ai fait un autre stage chez une optométriste qui travaille un peu plus l'aspect comportemental et fonctionnel du métier, parce que c'était une branche du métier à laquelle je m'étais jamais vraiment trop intéressée. Et c'était quelque chose qui m'était un peu étranger, donc j'avais envie de voir si ça pouvait me convenir ou pas. Donc j'ai passé 2 semaines chez cette personne. Qui fait aussi beaucoup de contacto. Et c'était assez intéressant de voir ce point de vue-là qui est une approche beaucoup plus globale de la personne. Après, pour différentes raisons, je pense que c'était quelque chose qui ne me conviendrait pas forcément. Mais c'était très intéressant de voir cette facette-là du métier que j'appréhendais pas forcément de la bonne manière. Et ça m'a permis de savoir aussi ce que je voulais et ce que je voulais pas et de mieux m'aiguiller pour mon avenir. J'aurais souhaité faire plus de stages, mais notre ami Covid s'en est mêlé. Et donc j'ai repris le travail en magasin, comme je le disais, un peu plus tôt que prévu. Ça marche. Et donc ce magasin-là, est-ce que tu as quand même cherché un positionnement différent par rapport à celui dans lequel tu avais bossé avant, pour pareil avoir une expérience différente ? C'était quel type de magasin ? Alors, quand je suis partie du magasin, j'avais dit jamais je ne retournerai en magasin, sauf que il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc je suis retournée en magasin, mais je savais ce que je voulais plus malgré tout en magasin. Et donc les très très gros magasins avec énormément de flux, énormément de collaborateurs, c'était pas quelque chose que je recherchais. Voilà, moi comme je disais, l'aspect très commercial, très stat, très voilà, tout ça, ça me convenait pas forcément. Et donc je me suis penchée vers un magasin où l'équipe était quand même plus petite, parce que quasiment 2 à 3 fois moins importante que celle dans laquelle j'étais avant. Et un magasin qui était assez jeune, il avait été repris il y a 1 an seulement. Et il s'avère que c'est une zone dans laquelle il y a énormément d'opticiens et pas un seul opticien ne fait de la contactologie. Et les ophtalmologistes du secteur étaient en demande de déléguer cette partie-là à un opticien. Et c'est pour ça que j'ai été embauchée dans ce magasin-là, donc pour gérer toute la partie contacto et développer énormément les renouvellements, adaptations et gérer aussi les inconforts en lunettes. C'est bien, là tu savais que tu avais vraiment une bonne opportunité de pratiquer, d'être assez libre dans ton champ d'action, quoi. Tout était à faire, puisque globalement mes collaborateurs sont diplômés du BTS, mais il n'y a pas de licence en magasin, donc voilà, ils font des examens de vue de façon très correcte, hein, mais pour tout ce qui était plus poussé, notamment la contactologie, voilà, c'était pas leur domaine. Et c'était pas ce qui les intéressait non plus finalement, même si moi ça me paraît compliqué de concevoir le métier comme ça, mais on a tous des choses qui nous passionnent plus que d'autres, et là c'était vraiment eux, l'aspect commercial, l'aspect atelier qui les intéressait, et finalement les examens de vue et la contacto ça les branchait absolument pas, et ils étaient même très ravis de me le déléguer, donc moi je demandais que ça. Donc il y avait tout à faire, mais tout le monde avait envie que ça se fasse et tout le monde avait envie de faire les choses bien, donc c'est ce qui m'a convaincue de retourner en magasin. Je pense avoir fait le bon choix. C'était effectivement, du coup, c'était les bonnes conditions pour toi. Exactement. Mais du coup, il y a pas longtemps, j'ai vu que tu étais en stage chez un opto assez connu dans le monde de la contacto, des sclérales, etc. Alors que tu travailles en ce moment. Oui, c'est ça.
Mélanie fera des stages toutes. C'est ça, les stages. Non, alors en fait, du coup, pendant cette dernière année de master, donc il y a la soutenance, il y a le mémoire, etc. On a aussi 6 semaines de stage à faire. Et donc du coup, j'ai fait un stage chez plusieurs, au final, médecins ophtalmologistes sur Lyon. Et j'ai fait aussi 3 semaines de stage chez Thibaut Cyr, qui est effectivement assez présent sur Instagram sous le pseudonyme Alpevision et qui adapte énormément de l'antisclérale, ouais, effectivement. Petit bilan de tes stages. Ça t'a permis de voir différentes pratiques. Est-ce que toi, ça t'a permis de trouver peut-être la façon dont tu as envie de pratiquer? Ou est-ce que ça t'a surtout montré, par exemple, les habitudes que tu ne voulais pas avoir, les pratiques que tu ne voulais pas avoir? Alors, 2 choses. Déjà, le stage que j'ai fait à Lyon avec différents ophtalmologues m'a permis de me réconcilier avec le travail en cabinet. Alors je ne dis pas que j'y retournerai tout de suite, mais d'aller dans ces différentes structures, puisqu'ils étaient plusieurs et ils intervenaient dans différentes structures, ça m'a montré que chaque structure est différente. La personne qui gère la structure y est pour beaucoup, comme dans beaucoup d'entreprises, et les médecins aussi, eux, leur façon de pratiquer en tant que telle et leur façon de voir la collaboration avec les optométristes y est pour beaucoup. Et même si on me l'avait eu souvent répété, là le fait de le voir vraiment soi-même en réel, ça redonne, en tout cas je suis tombée, je pense, dans vraiment une très bonne structure. Le co-directeur, c'est un ophtalmologue qui s'est associé à un optométriste, donc du coup je pense que c'est pour ça aussi que ça se passe aussi bien. Mais voilà, ça m'a permis de prendre goût au travail en cabinet et de me dire que c'était pas une porte finalement que je fermais non plus forcément pour l'avenir. Il faut juste trouver le bon endroit pour le faire. Et mon stage à Grenoble, du coup chez Thibaut, ça m'a permis de discuter aussi beaucoup et d'avoir une vision encore différente du métier et de la façon de l'aborder. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce stage très enrichissant, aussi bien au niveau professionnel, donc par rapport notamment au lentiscléral, que perso pro, en fait. Ça m'a enrichi personnellement, mais je sais pas comment le tourner, mais en fait le côté professionnel personnel, en fait, c'est pas des connaissances théoriques, mais aussi finalement des discussions qui ont été enrichissantes autour du métier de l'optométrie. Et pour moi, en fait, mon métier, c'est ma vie, donc c'est pour ça que j'ai du mal un peu à dissocier le pro du perso là-dedans. Mais ouais, c'était des discussions très enrichissantes que j'ai pu avoir avec Thibaut, et une vision très, très scientifique et terre-à-terre du métier qui m'a vraiment beaucoup plu, et je me suis remis pas mal en question suite à ça. Donc ça m'a ouvert certaines portes pour la suite, je pense, en tout cas dans mon esprit. Très bien, et donc on arrive à aujourd'hui, oui, où tu touches le bout de ton master, enfin. Et il te reste le mémoire, c'est ça? Alors il me reste quelques examens, et oui, surtout mon étude expérimentale, mon mémoire et ma soutenance en septembre. Et beaucoup de personnes te connaissent aussi sous le nom Mel Opto sur Insta et sur oui. TikTok, où tu fais des vidéos très intéressantes et très bien construites sur l'opto, la contacto, des conseils, des infos, etc. Ça, tu le lances quand? Ça correspond à quelle période de ta vie, un petit peu? Eh bien, en fait, ça correspond exactement à la période à laquelle j'étais au chômage et où j'ai décidé de faire mes stages. Forcément, j'avais beaucoup plus de temps libre qu'avant, et je me suis un petit peu perdue sur TikTok. Moi qui n'étais pas très branchée réseaux sociaux, je me suis un petit peu perdue sur TikTok. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 phases de TikTok. La phase vraiment loisir, divertissement, un petit peu plus légère, on va dire, de TikTok. Et l'autre côté de la barrière, où vraiment il y a le TikTok éducatif. Donc notamment des médecins, des dermatos, des médecins généralistes, des cardiologues, des dentistes, qui font des vidéos très informatives pour le grand public, en fait, et pour leurs patients finalement. Enfin, pas leur patientèle à eux, mais le commun des mortels. Et qui le font de manière soit plus scolaire, soit même détournée avec un petit peu d'humour, mais en faisant passer des messages qui me semblaient très importants. Et du coup, j'ai découvert vraiment la partie éducative de TikTok. Et en y passant plusieurs heures, on finit par se rendre compte en tout cas, j'ai fini par me rendre compte que quasiment tous les domaines étaient abordés, sauf la santé oculaire à cette période-là. Et donc j'avais du temps libre, et j'ai toujours aimé transmettre mes connaissances, que ce soit à des stagiaires de licence quand j'étais dans mon premier magasin, ou à des amis. Et là, je me suis dit, écoute,
fonce. Pas dans le sens où je voulais percer, etc. Pas du tout. Dans le sens où vraiment je voulais transmettre et apprendre des choses aux gens, essayer de leur faire comprendre et de les aider du mieux que je peux à mon petit niveau et ma petite échelle. Mais c'est super, en tout cas, moi je trouve que c'est une super bonne idée. Et c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas ou il y a peu de représentativité pour la santé oculaire. Aujourd'hui ça se développe un petit peu plus, mais c'est vrai qu'à ce moment-là c'était un petit peu le néant de ce côté-là. Et ça me semblait important et utile de le faire, donc même si c'était pas facile pour moi, c'était un exercice très compliqué. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et... Voilà, en tant qu'optométriste, on sait à quoi s'attendre comme réflexion et ça peut être très critiquable, en tout cas facile à critiquer venant de certaines personnes de l'extérieur ou d'autres métiers de la filière visuelle. Mais j'ai pensé aux patients avant tout. Moi, je suis un peu noble. Je suis un peu dans le monde des bisounours et je pars toujours du principe que on pense aux autres avant de penser à son ego et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon ego de côté, j'ai pris mon courage à deux mains. Et donc, quand tu as repris le travail, tu avais un petit peu moins de temps, mais tu as continué le Melopto. Aujourd'hui, quelles sont tes perspectives par rapport à Melopto, par rapport à ta vie pro? Quelles sont tes envies? Quel chemin est-ce que tu vas suivre? Par rapport à Melopto, déjà... en reprenant le travail, j'ai continué en arrivant à maintenir un rythme à peu près régulier au début. Et entre-temps, je suis aussi rentrée au conseil d'administration de l'AOF. Et j'avoue que la gestion de l'AOF, plus les cours, plus le travail, ça commençait à faire vraiment beaucoup. J'ai fait un petit peu une saturation, donc la seule chose sur laquelle je pouvais un tout petit peu lever le pied, c'était TikTok. Et donc voilà, j'ai un peu levé le pied là pendant quelques temps et j'espère que dès que j'aurai un peu plus de temps libre à la fin de ce master, je pourrai reprendre de manière un petit peu plus assidue parce que ça me plaît toujours autant et je suis toujours aussi convaincue de ça, donc voilà. Trop bien. Écoute, on te suivra et je vous invite tous à aller suivre du coup Melopto sur TikTok gentil. Et Insta. On te retrouvera en forme dans tes vidéos. Ça. Et après, du coup, professionnellement, après passer septembre, passer ta soutenance de mémoire, quelles sont tes envies? Partir très loin? Alors, plusieurs pistes s'offrent à moi. Non, mais globalement, pour l'instant, j'ai trouvé une structure professionnelle dans laquelle je suis bien. J'ai pas la boule au ventre d'aller au travail, je ne rentre pas le soir en pleurant et c'est très important. Ça se passe vraiment très bien, on m'offre quand même beaucoup de perspectives d'évolution, donc je pense que, en tout cas c'est ma vision des choses, mais que le travail et l'équipe dans laquelle on est, il fait pour beaucoup. Aimer son travail c'est important, mais aimer aller au travail c'est aussi important et je pense que pour l'instant, j'ai trouvé cet équilibre-là et donc je vais rester comme ça le temps de souffler un petit peu, quelques temps, et je me reposerai des questions sur partir à l'étranger ou faire d'autres choses un petit peu folles plus tard. Ça marche. Et si aujourd'hui tu regardes un petit peu ton parcours, entre la Mélanie qui rentre en BTS et la Mélanie de maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu as un état d'esprit différent? Ou est-ce que tu as toujours les mêmes objectifs finalement? Disons que la Mélanie qui est entrée en BTS était encore plus dans un monde de bisounours que la Mélanie d'aujourd'hui. C'est un petit peu ma tristesse du point de vue de ce métier-là, c'est que c'était la grande désillusion en fait. Plus j'avançais dans les études, plus j'étais contente de ce que j'apprenais, mais plus je tombais de l'armoire par rapport à la façon dont on peut pratiquer en France. Et donc en BTS, on nous dit oui, avec le master c'est super, vous pourrez être le super assistant de l'ophtalmologiste et c'est incroyable. Et en fait, on se rend compte que dans la pratique, plus on avance dans ce milieu-là, plus on se rend compte que ça se passe pas du tout comme ça. On y est, alors on y reste, on continue les études et surtout que c'est un métier qui me passionne vraiment. Je pense que j'ai trouvé le métier duquel je suis amoureuse, vraiment. Mais en France, c'est compliqué. Alors, est-ce que ça évoluera? Est-ce que je me ferai une raison? Est-ce que tu partiras à l'étranger? Est-ce que je partirai à l'étranger? Voilà, la Mélanie d'aujourd'hui se pose autant de questions que celle d'avant, mais des questions très différentes. Petite parenthèse sur la métaphore de l'iceberg. Il y a quelques temps, sur les réseaux, j'avais vu passer une image qui m'a beaucoup parlé, l'image d'un iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est en gros la réussite, le succès, les projets concrétisés, tout ce que les gens voient de nous en fait, en se disant waouh, cette personne elle fait ci, elle fait ça et elle réussit tout. Et en fait, il y a la partie immergée, les doutes, les pleurs, le travail acharné jusqu'à pas d'heure,
toutes ces choses-là. Souvent, mes amis me disent « Waouh, mais Mélanie, tu fais tellement de choses, t'arrives à tout gérer, tu travailles, ça se passe bien, tu fais de la pâtisserie, tu fais des super gâteaux, t'arrives à faire tellement de choses et tu réussis tout. » Mais en fait, les gens voient pas le nombre d'heures de remise en question, de pleurs, de craquages, d'envie de tout plaquer. Ils voient pas les gâteaux ratés. Ouais, ils voient pas les gâteaux ratés, ils voient pas comment... C'est ça. Et en fait, voilà, faut juste se dire qu'on est très admiratif des gens qui réussissent et on pense que tout est parfait et qu'on veut être comme eux. Mais oui, c'est vrai, mais en fait, il y a le côté où il faut s'en donner les moyens et surtout le côté où on n'est pas les seuls à galérer, en fait. C'est facile pour personne et il faut pas penser que les autres y arrivent mieux que nous et que c'est plus facile. Voilà, c'est pas le cas, on n'est pas les seuls quand ça va pas et il faut pas penser qu'on n'est pas capable. C'est beaucoup de sacrifices, mais il faut pas penser qu'on n'est pas capable. Et c'est un peu l'idée de ce podcast aussi, c'est de montrer qu'une personne, elle est pas définie entièrement par ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a tout un chemin derrière et parfois vous allez rencontrer cette personne et vous allez vous dire mais waouh, mais moi j'arriverai jamais à faire ce qu'elle fait, etc. Mais en fait vous n'êtes pas sur le même endroit du chemin. Oui, c'est ça, on n'est pas au même stade et par exemple l'année de chômage dont j'ai parlé, voilà, ça m'a appris des choses parce que j'ai fait des stages, j'ai eu le temps de me recentrer sur moi, je suis rentrée à la web, j'ai fait mes TikTok, mais mine de rien, si on fait le point niveau moral cette année-là, elle était peut-être limite pire que l'année où j'étais en cabinet ou dans le magasin précédent, parce que l'estime de soi diminue, on se sent pas forcément légitime. Les TikTok, moi je me disais mais tout le monde m'y poussait, mais je me disais mais qu'est-ce que je vais faire en fait, qu'est-ce que moi, Mélanie, petite Mélanie encore étudiante, peut apprendre aux gens. Et en fait faut juste se lancer et il y a que les gens qui font rien, qui font pas de bêtises et voilà, on peut pas tout faire parfaitement, mais si déjà on y met du cœur, je pense que c'est important. C'est vrai, message très positif mais très vrai. J'ai toujours tendance à penser qu'il y a une ligne droite, qu'on prend un objectif et qu'on y va tout droit. Et quand j'y arrive pas, je me dis mon Dieu, catastrophe. Alors qu'en fait non, il y a différents chemins, il y a différentes routes, il y a des croisements, il y a des trous, il y a des... Voilà, on se prend des embûches, mais en fait si on y arrive, on est content. Et il y a quelques temps, une amie et collègue de l'AOF, Gwendoline, si tu m'entends, m'a dit... En fait, c'est pas la destination qui compte, c'est savoir savourer le chemin pour arriver à cette destination. Aussi. Et c'est vrai, parce que finalement, quand on arrive au bout, ce qu'on regarde, c'est le chemin et on se dit waouh, j'ai fait tout ça. Et ouais, clairement. Je pense que ça compte vraiment. Faut savoir rebondir, il n'y a pas de... on en vient au bisounours et au monde de Cucu la praline, mais il n'y a pas d'échec en fait, on en tire juste des leçons et on progresse. Et voilà, il faut juste savoir rebondir et accepter ces moments un petit peu à vide. Je pense qu'on en a tous et en fait c'est ok, c'est pas dramatique. Même les gens qui sont au sommet ont sûrement eu des périodes de leur vie assez catastrophiques. Catastrophiques, le chômage c'est pas catastrophique, mais, non, mais oui, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. Pour moi c'était un échec, c'était vraiment... Voilà, moi j'ai toujours été la petite fille, comme je disais tout à l'heure, très studieuse, très toujours droite dans mes baskets, etc. Et pour moi c'était un peu l'échec dramatique de ma vie, alors qu'en fait pas du tout, c'est pas grave, ça se passe bien derrière. Petit bilan sur ta vision du métier. Petit bilan, après ces quelques années, eh bien, ma façon, comme je vous disais, de voir les choses a beaucoup évolué au fil de mes études. Et malgré le fait que l'optométrie ne soit pas reconnue en France, moi ce que je déplore surtout, en fait, au-delà de la reconnaissance administrative et législative, c'est le manque de reconnaissance finalement dans la pratique et sur le terrain. Je trouve, mais c'est mon point de vue très personnel, qu'au sein de la filière visuelle et les différents métiers du domaine, donc ophtalmologiste, opticien, optométriste et orthoptiste, finalement ce qui pose problème c'est qu'on pense chacun à notre part du gâteau et on pense pas aux patients. Selon moi, si on pensait aux patients, la problématique serait vite réglée, c'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont très complémentaires. Oui, ils se chevauchent, mais on est obligé en fait de se chevaucher. Si on veut être suffisamment complémentaire, il faut avoir des petites connaissances d'un côté comme de l'autre pour pouvoir référer quand il faut, pour pouvoir référer et se compléter en fait. Et au lieu de voir ces petits chevauchements comme empiéter sur les plates-bandes l'un de l'autre, il faudrait juste voir ça comme une possibilité d'obtenir une meilleure prise en charge pour le patient et de se compléter de façon parfaite. Et je trouve ça très dommage que ça ne se passe pas comme ça. Et
Du coup, est-ce que ton entrée, ta volonté d'entrer à la WEF, tu le traduis par cette même volonté de vouloir une connexion entre chaque profession ? Alors, je le traduis par cette volonté-là et je le traduis aussi par le fait que malgré tout, que ce soit une reconnaissance législative ou autre, mais voilà, on fait quand même un bac+5, on a quand même des connaissances et moi ça me rend un petit peu malade de voir qu'on est complètement occulté aux yeux du monde et voilà, donc j'avais aussi envie de défendre mon métier malgré tout, encore une fois sans forcément empiéter sur les autres, hein, mais je pense que c'est normal d'avoir un peu l'âme à défendre son métier si on veut pas le voir s'éteindre et mourir, si on râle tout seul chez soi et qu'on se donne pas les moyens de faire bouger les choses, en fait on peut pas râler. Enfin selon moi c'est voilà. Si on s'investit, en fait depuis toujours ma mère me dit tant que t'as fait du mieux que t'as pu, t'auras jamais rien à te reprocher. Bah voilà. Bah écoute, ce sera le mot de la fin pour ce podcast. C'est ça, je pense que c'est une bonne note pour terminer. Tout à fait. Vraiment très, très admiratif de ton parcours parce que tu auras quand même fait 7 ans d'études pour ton master. C'est que tu en veux, c'est que t'es motivée et que vraiment t'en as envie. Et ça, je pense que c'est quand même admirable. Tu vois, quand tu habites dans le sud-est et tu dis, tiens, je vais partir faire ma licence à Orsay et je vais faire les allers-retours. Mais rien que ça, tu vois, et rien que pour toutes les personnes qui sont dans ces conditions et qui le font quand même, c'est qu'il y a quand même une volonté derrière qui est énorme. Et il y a une telle différence entre cette volonté-là et la reconnaissance qu'on a derrière. Il y a un tel monde, c'est tellement... Il y a un creux entre les deux, il y a un trou entre les deux, il y a un quoi ? Il y a un puits, il y a un fossé. Il y a un tel fossé entre les deux. Et c'est vrai que ça peut être hyper décourageant. Et je pense que... je suis pas la seule à avoir fait ça. On est nombreux à le faire parce qu'il y a peu d'écoles en France quand même, du moins pour le master. Mais c'est vrai qu'on se pose, je pense, énormément de questions par le fait de la difficulté des études, parce que c'est quand même des études difficiles, qui durent longtemps, qu'on fait en travaillant à côté pour la plupart, et il y a un manque de reconnaissance derrière, et ça fait beaucoup de bâtons qui se mettent en travers de notre route. Et, beaucoup d'accumulation. Ouais, je pense qu'il faut s'accrocher et que c'est pas toujours évident, c'est vrai. Et je pense qu'on a le droit de douter, on a le droit de se poser des questions, et même il faut, parce que peut-être qu'on se pose des questions, du coup on va écouter un podcast et du coup on entend Mélanie. Et c'est vrai que moi quand j'ai écouté le teaser de ton podcast, je me suis beaucoup retrouvée dedans, voilà, dans les questions pourquoi pas la reconversion, voilà, toutes les questions qu'on me se posait autour de ce métier-là. Je m'y suis beaucoup retrouvée. Écoute, ce serait en tout cas super si beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast se retrouvaient en ton parcours et pouvaient ainsi voir que y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a de la lumière au bout de ton tunnel. Il y a de la lumière au bout du tunnel, ça j'en suis sûre. Chez les bisounours, il y a toujours de la lumière, des arcs-en-ciel et des petites paillettes. Donc j'en démords pas, mais ouais. Non, il faut toujours s'accrocher, donner le meilleur de soi-même et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas dans ces circonstances-là. Exactement. Voilà, merci beaucoup Mélanie. Ça m'a fait très plaisir de faire le podcast avec toi. J'étais très ravie de venir discuter avec toi. Et à la dernière question que je pose à tous les invités du podcast, à savoir qui aimeriez-vous entendre au micro de Chamoisine, Mélanie m'a répondu qu'elle aimerait beaucoup entendre Thibaut Cyr. Thibaut, si tu écoutes ce podcast, pourquoi pas venir faire un épisode ici. Vous venez de découvrir le parcours de Mélanie. Elle sait se donner les moyens pour arriver là où elle le souhaite et je trouve personnellement que c'est très inspirant. Mais comme elle nous l'explique, il n'y a pas de route toute tracée ni de parcours rectiligne. Parfois, il y a des moments de doute, de remise en question, mais ils ne seront jamais une ligne d'arrivée, juste une période. Vous rebondirez toujours et je pense que c'est important de garder ça en tête. Je vous dis à dimanche prochain.